Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce webinaire Unicredit consacré aux produits de bourse. Pendant une heure, nous allons parler marché, matières premières et produits adaptés pour vos scénarios d'investissement. Pour évoquer tous ces sujets, je serai en compagnie de Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit, de Rémi Gossens, bonsoir Rémi, chef de l'analyse technique chez Trading Central, et d'Andrea Dagnano, chef de produits chez Boursorama. Ce webinaire se déroulera en deux parties. La première est consacrée à une présentation, un bilan de ce premier semestre sur les marchés et sur les produits de bourse. Puis nous aborderons dans un second temps une analyse de cas concrets sur des valeurs, des marchés et des indices. Et puis tiens, avant de commencer tout de suite, un sondage. Quelle est, selon vous, quelle sera l'évolution du CAC 40 pour le second semestre? Est-ce qu'elle sera très forte, très bonne, modérée, mauvaise? À vous de vous prononcer et puis on aura la réponse en fin d'émission. Première partie donc à retenir sur ce premier semestre qui s'est écoulé sur les marchés. Un petit bilan, c'est un semestre plutôt bon pour la zone euro. La croissance est au beau fixe. On pense même qu'elle pourra peut-être atteindre 2% en 2017. Les profits des entreprises ont été bien orientés au premier trimestre. On attend des révisions à la hausse. Les marchés se sont bien comportés avec la baisse du risque politique. Et le CAC 40 a terminé le premier semestre en hausse de 5,31%. Il cale toutefois depuis un mois, c'est dans 2,35%. Sur les marchés américains, ça a été le semestre des records. Le Dow Jones a établi un nouveau point haut à 21 562 points. Le Nasdaq à 6341 points, ce sont les valeurs de technologie qui ont tiré la tendance, les fameuses GAFA, Facebook, Amazon. Facebook a progressé de 30%, Amazon de 28%, dépassant même la barre symbolique des 1000 $. Et puis parallèlement, le marché, les investisseurs américains ont vu un petit peu la fin, le dégonflement des Trump Trade, ce scénario reflationniste basé sur une relance fiscale et sur des baisses d'impôts et un plan de relance par des grands travaux. L'économie américaine au premier trimestre, la croissance a plutôt déçu à plus 1,2%, mais le marché de l'emploi est presque à plein, à 4,3% de taux de chômage. Il faudra surveiller les anticipations de croissance au deuxième trimestre et d'inflation, d'autant que, autre phénomène important et marquant de ce premier semestre, les banques centrales ont engagé le resserrement monétaire. En Europe, c'est essentiellement pour le moment en termes de communication, mais aux États-Unis, c'est déjà du concret. Janet Yellen a passé à 2 hausses de taux en mars et en juin. Ils sont maintenant entre 1 et 1,25 et la présidente de la Fed n'exclut pas une troisième hausse en décembre. Elle va également s'attaquer à la réduction de la taille du bilan qui est pléthorique puisque le bilan de la Fed est avoisine les 4 500 milliards de dollars aujourd'hui. Enfin, on termine. Ce premier semestre a été un semestre difficile pour les matières premières et la première d'entre elles, le pétrole, qui a cédé à 15%. Les mesures de réduction de production de l'OPEP ont pour l'instant peu porté leurs fruits. Semestre difficile également pour les métaux industriels et produits agricoles. Seul l'or résiste. Il s'affiche en légère hausse. Voilà, parallèlement, on a assisté à une volatilité au plus bas sur les marchés. Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la cause et aussi les conséquences pratiques pour les investisseurs ? Oui, en effet, la volatilité sur le marché qui est en fait la mesure du risque. La volatilité, c'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre comment les investisseurs professionnels, comment le marché, en fait, comment les opérateurs vont percevoir le marché. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans une situation où on va avoir très peur, comme c'était le cas il y a déjà une dizaine d'années au moment de la crise Lehman et tout ce qui s'en est suivi. Et là, on avait une volatilité sur le marché qui était de l'ordre de 80 points. Donc la volatilité se mesure en points, donc 80 points c'était le niveau qu'on voyait dans les moments de forte crise. A contrario, l'année dernière, comme c'était une année relativement stable, la volatilité a varié entre 20 et 25 points sur les marchés européens, donc des niveaux en ligne avec les niveaux de croissance. Là, c'est très faible. Là aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique? J'ai apporté quelques graphiques d'ailleurs qui nous permettent de voir l'évolution de ces volatilités au cours du temps. Et là, donc, vous retrouvez fondamentalement la volatilité des indices européens en partant de l'Eurostoxx, mais on le voit rapidement que la situation est similaire pour toutes nos bourses. Eh bien, fondamentalement, on a un niveau de volatilité qui est de l'ordre de 12-15 points, ce qui est historiquement
très bas, puisque c'est des niveaux qu'on a atteints dans des moments où effectivement les marchés n'avaient pas de forte conviction. Là, l'élément déterminant, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas effectivement de risque sur le marché. Donc le facteur risque reste présent. Cependant, la volatilité, donc cet indicateur, la perception qu'ont les opérateurs professionnels, reste à un niveau historiquement bas. Élément peut-être encore plus surprenant, c'est que cette évolution reste constante au cours des derniers mois. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, mis à part peut-être légèrement avant le premier tour de l'élection présidentielle en France, donc sur le cas qu'on avait vu la volatilité croître dans les 10 jours qui précédaient le premier tour, elle est d'un autre côté rentrée très rapidement dans son niveau de moyenne de cette année, donc 12-14 points. Ce qui est totalement différent de ce qu'on voyait l'année dernière. On a eu le Brexit, on a eu l'élection de Trump, où les marchés avaient fortement réagi, des niveaux de volatilité qui étaient plus hauts. Donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est d'une part qu'il y ait des moments où la volatilité puisse avoir un pic, puisque c'est un élément qui peut se discuter, mais tout de même, la volatilité étant un indicateur, comme tous les indicateurs, il va tendre à retourner sur sa moyenne. Donc, très concrètement, ça veut dire qu'on peut avoir des moments où très rapidement le marché va pouvoir redevenir plus risqué. Donc ça va fondamentalement pour nos portefeuilles être des moments qu'il va falloir gérer de façon très efficace, c'est-à-dire ne pas rester bloqué puisque on pourrait avoir des moments de perte. Et la grande incertitude, c'est de voir effectivement si dans ce cadre-là, on suivra cet indicateur au cours du temps. Nous, on a effectivement une série de publications spécialisées sur ces sujets qu'on suit tout au moins sur base mensuelle, pour voir si une évolution venait à se décider. On l'attendait à un moment sur les transactions qu'on pouvait dénoter sur les contrats avec l'échéance septembre, donc au moment des élections allemandes. Ça a l'air de se tasser. Donc restons attentifs à cet indicateur, puisque une évolution serait stigmatique d'un retour sûrement très rapide à des niveaux disons plus en ligne avec la moyenne de ce à quoi on pourrait s'attendre. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les niveaux de croissance dans la zone euro, donc aujourd'hui on a 14 points de volatilité, très schématiquement, le niveau de croissance nous porterait tendanciellement à une volatilité de 22 points. Bon, donc il y a là un petit, une incertitude reste possible. D'accord. Comment cette séquence de marché s'est traduite pour les investisseurs actifs sur ce premier semestre, pour les produits de bourse? Quelles ont été les tendances fortes un petit peu? Je dirais que l'activité a été particulièrement soutenue pendant ce premier semestre. Là aussi, je vous ai apporté quelques chiffres. Donc, ce que l'on voit, c'est que les produits qui sont le plus démarqués ont sans doute été les produits à effet de levier. Donc turbo illimité, et là turbo illimité. Et pourquoi plutôt ce type de produit? On aura sûrement l'occasion d'y rentrer. Mais pourquoi? Puisque c'est des produits qui ne vont justement pas être sensibles à la volatilité, donc qui vont nous permettre de réaliser effectivement nos stratégies de trading de façon plus efficace, à différence par exemple des varans qui sont des produits très sensibles à la volatilité. Dans le cas des turbos, effectivement les investisseurs ont très bien su les utiliser pendant le premier semestre pour saisir les variations. Intéressant qu'on se concentre très fortement sur l'indice, qui est également un élément qui dénote une certaine, qui est un peu contrariante par rapport à la situation qu'on voit sur les opérateurs professionnels, puisque tendanciellement, quand les investisseurs actifs utilisent un indice, c'est qu'ils ont pas forcément de vue très forte sur une action, et on aura l'occasion d'en parler, c'est qu'effectivement ce niveau de volatilité c'est pas forcément traduit par des fortes variations de l'indice. Peut-être on n'entre pas dans une phase de stock picking, mais ça peut être intéressant d'avoir une approche plus sectorielle. Et c'est ce qu'on voit très nettement dans la répartition. C'est une question qui est revenue souvent, les investisseurs veulent savoir les secteurs à choisir. Ouais. Je dirais que sans surprise, je vous ai également porté les actions, les valeurs qui ont été le plus échangées. Donc là, déjà dans le classement, on retrouve celles auxquelles on pouvait s'attendre. Donc le secteur financier qui est celui sur lequel on a vu effectivement un peu de mouvement. Donc parlant de produits de bourse, c'est normal que les investisseurs ont tendanciellement se reporter et reporter leur intérêt sur des valeurs sur lesquelles on va avoir du mouvement. Donc le secteur bancaire, le secteur du pétrole depuis quelques temps qui
réattire effectivement son intérêt. Donc vous en avez parlé en introduction, la correction sur les pétrolières est suivie effectivement d'une activité. Et puis on a également un intérêt qui se dénote dans les dernières semaines sur Air France, donc qui a rejoint le top 5 des actions. Qui explose en bourse. En fait, qui n'était pas du tout dans les actions les plus traitées et qui l'a rejoint dans les dernières semaines. Donc les secteurs sont clairement financiers et le pétrole qui ont attiré cet intérêt. On a une petite flexion, comme on le voit, avant le premier tour d'élection présidentielle, puisque les investisseurs avaient à ce moment-là privilégié des indices. On retourne effectivement sur un choix d'actions ponctuelles avec 2 secteurs qui vont prédominer. Bon, je vais maintenant me tourner vers notre expert de l'analyse technique, Rémi Gossens. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Bon, alors on l'a vu sur les marchés, il y a eu des indices américains qui ont battu des records. Le CAC 40, c'est presque une hausse en 2 temps, enfin une hausse assez nette avant l'élection présidentielle. Et puis on bassote, on peut le dire un peu Rémi, depuis le 8 mai. Quelle est un peu votre vision de spécialiste de l'analyse technique sur ce qui se passe sur les marchés actuellement? Alors, ce qui est important quand même quand on parle justement d'analyse technique, c'est de comprendre un petit peu ce que nous, on va aller regarder. On va regarder l'évolution des cours. Donc l'évolution des cours, je pense qu'on en a amplement parlé, c'est un Dow Jones qui fait des nouveaux records historiques, un Dow Jones Transportation qui fait lui aussi des records historiques. Donc ça, c'est quand même des éléments importants qui donnent une idée de la dynamique en fait qui est en place. Donc ce qui est intéressant, c'est de visualiser qu'on a quand même des marchés américains qui restent très très forts. Alors, nous, l'indice qui nous intéresse un petit peu, c'est de regarder un petit peu ce qui aurait pu consolider, qui reviendrait sur des niveaux intéressants d'achat, des niveaux d'intervention. Donc, par exemple, le Nasdaq 100, c'est l'indice qu'on a sélectionné pour parler un petit peu des marchés américains. Oui. Voilà. Donc, et pour nous, il revient sur des niveaux de support, des niveaux d'achat qui sont assez intéressants et qui permettent justement d'aller se positionner sur les marchés américains. Bon, donc c'est haut, mais... C'est haut, mais il y a toujours des choses à faire et justement, on va plutôt aller se concentrer sur les points, les zones de marché sur lesquelles on revient sur des niveaux d'intervention et des niveaux qui sont clés et qui permettent justement d'aller prendre des positions. Bon, très bien. Je me tourne maintenant vers Andrea. Premier semestre, cette fois-ci, du côté de Boursorama. Qu'est-ce qui s'est passé sur les produits de bourse? Vous pouvez nous faire un petit bilan? Alors, chose la plus importante aujourd'hui, c'est qu'on a actuellement une offre frais remboursement de courtage en partenariat avec Unicredit qui a commencé le 1er juin et qui va durer jusqu'à la fin du mois d'août. Donc c'est l'occasion pour les personnes qui ne connaissent pas encore les produits de bourse Unicredit. C'est le moment de se lancer, effectivement. Ouais. Pour ceux qui ne les connaissent pas et pour ceux qui utilisent déjà les produits de bourse Unicredit, ça va vous permettre de faciliter la réalisation de votre scénario puisque les frais de courtage ne vont pas venir impacter la performance de votre produit. Bon, très bien. Bon, on va attaquer cette deuxième partie maintenant sur des cas concrets. On va voir avec vous et on va commencer tout seigneur, tout honneur par le Nasdaq, puisqu'on l'évoquait avec vous. Donc un indice qui affiche un parcours impressionnant depuis le début de l'année. Si on prend le Nasdaq 100, c'est un record à 5897,69 points. Je l'ai dit, des valeurs qui ont là aussi affiché des progressions impressionnantes, les FANG ou les GAFA. Rémi, sur le plan graphique, vous étiez en train de nous dire que il ne fallait pas s'inquiéter, ou en tout cas que ça restait attrayant. Alors ça reste surtout sur un niveau d'intervention intéressant, le Nasdaq. Donc c'est vraiment ça qui nous... Mais c'est très cher, ça a augmenté, tout le monde a peur que les valeurs techno se retournent. Effectivement, mais justement on est sur un point d'achat. En tout cas, nous on se dit qu'on est sur un niveau de support et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'aller acheter des valeurs du Dow Jones ou du Dow Jones Transportation, on est déjà sur des points hauts. Donc on a un peu des difficultés pour placer son niveau de stop, donc ça devient compliqué d'intervenir sur ces valeurs-là où on a un peu plus de mal à visualiser à quel niveau il faudrait éventuellement fermer sa position parce qu'on s'est trompé. Donc nous, ce qui nous intéresse vraiment dans ce type d'intervention, c'est pour essayer de gagner en bourse sur le long terme, le mieux c'est d'essayer de limiter ses pertes. Donc pour limiter ses pertes, il faut avoir une bonne idée de son stop. Et par exemple sur le Nasdaq, si on regarde graphiquement, on revient sur une grosse zone de support qui est la zone des 5560. Donc ce niveau de support, il est intéressant. Il ne faut pas la casser celle-là. Il ne faut pas la casser. Si on la casse, effectivement, on va aller beaucoup plus bas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir sur l'ensemble des autres indices qu'on va pouvoir regarder, c'est qu'en fait, on revient déjà sur des niveaux de support et des niveaux d'intervention qui sont intéressants et qu'il faudrait mieux éviter de casser à très court terme. Donc on est vraiment là, maintenant, sur le moment d'intervention. C'est l'heure de vérité. C'est un peu l'heure de vérité parce qu'effectivement, comme on est sur ces supports-là,
si on vient à les casser, la situation deviendra moins claire et moins dynamiquement haussière. Concrètement, on viendra invalider la définition de ce que c'est qu'une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Si on vient enfoncer le précédent point bas, on invalide cette définition. Et si on l'invalide, on se retrouve dans une situation soit de trading range, soit de consolidation. Et là, on rentre en zone d'incertitude et on n'est plus en tout cas dans un scénario qui est haussier. Bon, vous voulez dire un mot, Christophe, là-dessus ? Clairement, l'activité, si on regarde effectivement ce qu'ont fait les investisseurs, parce que je pense que l'intérêt de cette discussion, c'est également d'être très concret, de mettre à disposition de qui participe des éléments pour ensuite intervenir. Si on regarde ce qui a été fait, et en fait, ce n'est pas tellement sur les indices que se sont positionnés les investisseurs, mais plutôt sur des sélections de valeurs. C'est vrai qu'on est tendanciellement comme investisseur individuel basé en Europe, plus sensible à des annonces que peuvent faire des sociétés. Vous avez parlé des GAFA, ça a été clairement les stars clairement les stars en termes de transactions. Et donc, l'offre, si vous voulez, les transactions qui ont été réalisées sur les produits de bourse se sont concentrées sur ce type de valeur. Un élément peut-être plus pratique pour ceux qui sont déjà assez actifs sur ce type d'instrument, c'est que vous avez sans doute remarqué que depuis le début de l'année, vous allez principalement trouver des varants sur ce type de produit, puisqu'il y a une nouvelle disposition fiscale américaine qui prévoit que les produits qui vont répliquer linéairement l'évolution d'un indice, comme peuvent l'être les turbo illimités, doivent en fait reverser la taxe sur les dividendes. Donc c'est vrai que toutes ces sociétés ne vont pas forcément payer des dividendes, mais certaines oui. Et donc, puisqu'on n'a pas encore, en termes de place, des dispositions claires de la part du fisc américain sur la façon dont ceci doit venir, l'offre a été maintenue et donc on a effectivement travaillé pour avoir cette offre, tout au moins par le biais des varants. Donc l'activité s'est en fait retransférée sur ce type d'instrument par rapport au turbo. Donc une petite exception par rapport à ce qu'on a vu dans les statistiques initiales. Ok. Petit retour en arrière, mais on est en direct, c'est normal. Il y a des questions qui tombent. Il y en a une qui est intéressante. On parlait de volatilité tout à l'heure. Mireille qui demande quel produit conseillez-vous pour acheter la volatilité? Bonne question ça. Alors, conseiller un produit, c'est toujours difficile dans notre situation, donc on va se retrouver effectivement en conflit. Ce que l'on peut faire rapidement, c'est un panorama des instruments disponibles pour les investisseurs en France. L'instrument qui va nous permettre effectivement de se positionner sur une évolution de la volatilité, c'est-à-dire l'instrument qui va être très sensible aux variations de la volatilité, c'est simplement le varon, puisque le turbo n'a pas d'impact de la volatilité, le certificat leverage et short que l'on présentera n'ont pas non plus d'impact de la volatilité. Pour un investisseur qui souhaite acheter de la volatilité, donc on va entrer dans une stratégie qui va être d'acheter en fait des varants relativement à long terme. On a également fait une chronique disponible sur le site de Boursorama sur cette stratégie où on va en fait combiner plusieurs varants, donc avec un même prix d'exercice, qui vont nous permettre de bénéficier donc d'une hausse de la volatilité sans être exposé à la variation directionnelle du marché. C'est-à-dire que le marché peut bouger à la hausse ou à la baisse, peu importe en fait. L'important c'est que la volatilité croisse. Donc là, pour la partie technique. Volatilité, c'est varant. Alors. Si on veut la vendre, par contre, si on estime que ça peut être intéressant de vendre la volatilité, ça va être par le biais de l'achat de bonus capés. D'accord. Pour acheter de la volatilité par le biais des varants, pour la vendre par le biais des bonus capés. Bon, alors moi, une réponse très exhaustive, très claire. Second cas, qui va intéresser, je pense, la majeure partie des gens qui nous regardent, le CAC 40. Donc un CAC 40 qu'on disait en début d'année a plombé par l'incertitude politique, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, il a grimpé de 12% jusqu'au second tour de l'élection présidentielle, et puis que depuis, il a cédé à peu près 6%, qu'il végète. Rémi, là, il faut que vous nous rassuriez, ça va repartir. Allez. Est-ce que ça va repartir? Alors j'ai envie de dire, on est revenu. Obligatoire. Bonne nouvelle. Alors bonne nouvelle, on est sur les points, un petit peu comme sur le Nasdaq, on est sur les points clés. Donc concrètement, on est revenu en fait sur les niveaux pré-premier tour. On arrive sur le niveau du trou de cotation, donc on appelle ça donc un gap. Ce trou de cotation, c'est un niveau d'achat, c'est un niveau d'intervention qui va faire réagir les intervenants. Si on regarde l'ensemble des indices européens, ils sont tous un petit peu dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur le niveau du premier tour et ils reviennent dans des conditions qui sont plutôt favorables au retour des acheteurs. C'est-à-dire que concrètement, on a eu de fortes hausses avant et on a eu une phase, comme
vous l'avez dit, une baisse légère, modérée, on a végété. C'est typiquement la définition de ce qu'on appelle une consolidation. C'est-à-dire que concrètement, on a un mouvement haussier qui est dynamique avec des entrées, de la puissance, du mouvement qui se fait, des acheteurs. Et ensuite, on a eu une phase de consolidation. On essaie de retrouver un petit peu ces marques. Et les marques, elles sont là maintenant. C'est-à-dire qu'on est concrètement sur le trou de cotation laissé juste après le premier tour. Et donc, c'est là où on remarque qu'on a justement sur l'ensemble des indices, aussi bien américains que européens, des niveaux de support qui sont très importants. Donc concrètement pour le CAC 40, c'est la zone des 5100. La zone des 5100, c'est vraiment le niveau clé sur lequel il va y avoir une réaction du marché. Il va y avoir les semestriels, peut-être que c'est là, c'est ce qu'il faut guetter, fin juillet, début août. Il va peut-être une reprise avec des bonnes surprises sur les résultats. Alors potentiellement, en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une attente clairement du marché et il va de toute façon se passer quelque chose sur cette zone des 5100. Donc a priori, l'analyse technique permet de déterminer la façon dont les investisseurs abordent ce niveau-là, et ils n'abordent pas ce niveau-là dans un esprit de vente massive. Ils sont plutôt dans une optique attentiste. Donc attentiste, généralement, c'est plutôt favorable à des entrées haussières, sachant que la dynamique a beaucoup monté. Exactement. Il y a eu des prises de rassurant peut-être de faire une pause finalement. Exactement. On a une prise de bénéfice qui permet de purger un petit peu cet enthousiasme, qui permet de revenir à un niveau où on se pose des questions. Tiens, mais pourquoi on irait sur le marché? Et on arrive sur des niveaux intéressants où tous les acheteurs qui auraient pris leurs bénéfices sont désormais, je dirais, avec suffisamment de cash pour pouvoir revenir nourrir un nouveau mouvement haussier. Bon, comment on joue ça, Christophe? Le CAC 40. Jouer, je ne sais pas. Investir. Allez, on ne joue pas, c'est vrai, vous avez raison de me rappeler alors. Comment on investit pour tirer parti au mieux de ce scénario? Comment on investit sur ce scénario? Le CAC, c'est certainement le sous-jacent, enfin l'actif sur lequel il y a le plus de produits de bourse en bourse de Paris, et c'est normal. Donc on peut jouer tous les scénarios d'investissement. Donc on a des scénarios, et ça je crois que c'est un élément de force de ce segment, c'est qu'on va pouvoir trouver des solutions d'investissement qui vont nous permettre d'investir justement sur l'évolution du marché de façon différente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir d'une part optimiser son capital, comme on peut le faire en utilisant Turbo, comme en utilisant des Varan. Si on est dans une optique de moyen terme, qu'on cherche à rentabiliser son placement, on peut utiliser également des bonus capés. L'instrument qui est né en France et je pense dont on peut parler, c'est effectivement les certificats leverage et short. Alors de quoi on parle? On parle d'instruments relativement simples puisque c'est des certificats cotés en bourse de Paris, donc négociables librement par le biais donc par exemple de Boursorama. Je précise que d'ailleurs les cotations sur Boursorama vont de 8h à 22h, donc c'est même plus large que la bourse de Paris. Si vous parlez de cotations, c'est bien parce que j'ai une question là, qui est tombée de gens, je ne sais pas si c'est un rapport, mais qui dit: conseillez-vous la prise de position overnight? Alors, ça dépendra du produit. Ah ben voilà. Dans le cadre. C'est la réponse. Dans le cadre des leverage short, ouais. Pas forcément. Pourquoi? Puisque en fait, le leverage short, c'est un instrument relativement simple de compréhension, puisqu'on va multiplier par 5, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 15 la performance du CAC. C'est-à-dire que très concrètement, si on est sur un x10 et que le CAC fait plus 1%, mon certificat gagne 10%. Si à contrario, et c'est là qu'il faut faire attention, le CAC perd 1%, mon certificat perd 10%. Ouais, donc comment on intervient? On intervient fondamentalement en minimisant ses risques au début. C'est-à-dire que quand on va investir un levier, et ça c'est valide pour l'ensemble des stratégies dont on pourra parler ce soir, c'est que si on a 100 € à investir et qu'on va l'investir avec un levier de 10, on ne va pas investir ces 100 € sur un produit à levier. Soit on met les 100 € sur le produit en direct, par exemple sur un tracker, mais si on utilise un effet de levier, en fait c'est là l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir mobiliser uniquement 10 €. C'est-à-dire que le montant qu'on va mettre en jeu est beaucoup plus limité. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est-à-dire, et je pense que ce qui est intéressant de se poser, c'est que c'est un peu contre-intuitif comme approche. Mais c'est a priori, cette somme qu'on va mettre en jeu sur le produit à levier, c'est celle qu'on est prête à risquer. C'est-à-dire que quand moi j'investis aujourd'hui mes 100 € en direct sur une action, sur un indice, je vais me fixer une limite de perte, qui va être de 5, 10 €, etc. Donc plus on est convaincu de son scénario, en fait, moins on va avoir besoin du levier, pour être très clair. Puisque si on est sûr, on est sûr que ça va monter, très bien, on y va. Si on n'est pas très sûr, si on a des doutes, s'il peut y avoir des moments où le marché peut se retourner, et ben c'est là qu'on va pouvoir utiliser le levier. Puisque
mettre en risque ces 5 ou 10 euros, bah, on sait déjà qu'on les a mis en risque et qu'on n'ira pas plus bas. Donc en fait, plus on va être pessimiste ou on va avoir une faiblesse dans son scénario, moins notre conviction va être forte, plus en fait on va aller chercher un effet de levier qui va être élevé. Et c'est pour ça qu'il y a des produits qui vont aller jusqu'à x15 sur le CAC 40, donc qui vont bouger très vite, mais qui nous permettent d'aller investir seulement une toute petite part de son capital. Donc il va nous permettre une gestion, un cash management, comme on dit en anglais, une gestion des liquidités, comme on dirait plus simplement en France. Et c'est ce à quoi servent ces produits. Alors pourquoi, en fait, à mon avis personnel, ce n'est pas très intéressant d'utiliser les leverage et short, donc ces produits x10, x15, d'une journée sur l'autre, puisque on va déjà combiner, on a parlé de performances quotidiennes, donc si on va combiner plusieurs performances quotidiennes, ça ne va plus ressembler vraiment à la combinaison de performances quotidiennes, ça ne va pas ressembler à une performance hebdomadaire ni mensuelle. Donc là, ça devient un peu plus difficile à gérer. Et pour ça, on pourra utiliser des turbos illimités ou turbos limités baisse, d'autres produits dont on parlera. Mais si on veut faire effectivement de la spéculation, je pense que le produit qui va nous permettre, il y a 2 produits en réalité qui nous permettent de le faire de façon très efficace en bourse de Paris, soit c'est leverage et short, sur lequel il y a une belle compétition sur le marché. Nous, on essaie naturellement de se distinguer sur le prix, mais je pense qu'il y a plusieurs émetteurs qui sont actifs et ça fait un peu que ce marché a grandi en France et maintenant s'est développé en Europe. Et le deuxième, c'est les turbos, puisque les turbos, là, c'est l'instrument qui va être peut-être encore un peu plus spéculatif, mais qui va nous permettre d'aller chercher des leviers encore plus hauts. Bon, avec ça, effectivement, l'investisseur est pareil. Si on veut aller overnight, on utilisera par contre des turbos illimités pour répondre complètement à la question. Vous vouliez rajouter quelque chose sur le CAC 40, sur le scénario CAC 40 ? Non, nous, on est aussi au baissier. Ça, c'est l'intérêt des produits de bourse, c'est qu'on peut être aussi au baissier à court terme, moyen terme, long terme, comme vous le voulez. Tout en rappelant qu'en plus, ces produits-là sont négociables de 8h à 22h. Oui. Pour la plupart, pour les turbos, par exemple, sur le CAC 40, ce qui veut dire qu'on peut profiter du run, le fameux run qui est à l'open des marchés, aujourd'hui en se positionnant avant donc l'ouverture par exemple du CAC avant 9h. Et inversement, profiter de l'évolution des futurs après la fermeture du CAC jusqu'à 22h. Donc effectivement. Autre cas pratique maintenant avec le Brent, le pétrole qui baisse depuis le début de l'année. En fin 2016, l'OPEP avait annoncé des mesures de réduction de production. Le prix du baril avait remonté, puis patatras, il redescend avec notamment la toute-puissance, ou en tout cas la puissance grandissante des producteurs de pétrole de schiste américains qui ont modifié la donne. Depuis, il a remonté un petit peu dernièrement, Rémi, le Brent, mais il y a beaucoup de divergences. On s'interroge vraiment. Il y a des analystes qui disent si vous allez voir la réduction de la production va se sentir dans les stocks, va commencer à se sentir et il n'est pas impossible de voir un Brent revenir à $60 d'ici la fin de l'année. Et puis d'autres qui disent attendez maintenant, les producteurs de pétrole de schiste ont fait tellement d'efforts sur leur coût de production qu'ils peuvent coiffer un peu cette hausse du Brent à 50, 55. Qu'est-ce qu'en dit l'analyse technique? Alors l'analyse technique, là pour le coup j'ai pris le crude oil, mais c'est un petit peu la même chose. De toute façon c'est un peu le même combat. L'avantage de la configuration graphique sur le pétrole américain, c'est qu'on a une illustration graphique qui permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est qu'on a un canal descendant qui est en place et on se trouve actuellement au milieu de ce canal-là. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une opinion extrêmement tranchée. En tout cas, alors je vous coupe, mais il y avait Paul Jackson, c'est un directeur de la recherche de Source qui disait que depuis 1870, j'avais relevé ça, tous les cycles pétroliers se sont terminés à $20. C'était ça. C'est effectivement ce que j'ai appris dans ma 5e année d'études en finance, c'est qu'effectivement le cours de long terme du pétrole c'est $20. On en est quand même un peu éloigné quand même. Bon, effectivement, si on veut jouer un retour sur $20, il y a quand même quelque chose à faire. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'on a cassé un niveau d'optimisme de long terme qui est à $50. Ça va être très compliqué de le revoir, de dépasser au-dessus. Donc on va végéter. Les 50, là, c'est la limite. Psychologiquement, quand on voit difficile à l'heure actuelle. Quand on voit l'accélération qu'il y a pu y avoir lorsqu'on a cassé ces niveaux-là, on peut se dire qu'il y a un niveau psychologique, il y a vraiment un niveau qui est clé et qui a mis, je dirais, un véritable coup d'arrêt à l'optimisme, à l'optimisme sur les cours du pétrole. Donc là, en gros, on oscille entre 50 et $42 et
exploiter les retours sur 50 pour vendre à découvert. Bon. Un mot sur le pétrole, Christophe? Ça vous inspire? Oui, enfin, moi, tout m'inspire. Donc, c'est un peu la beauté des produits de bourse, c'est qu'on peut en faire sur l'ensemble des types de produits. Alors, nous, on n'en a pas pour l'instant. C'est prévu, peut-être? Oui, on s'est engagé à le faire d'ici la fin de l'année. Donc, clairement, ce sera fait. Pour l'instant, effectivement, je ne peux pas vous cacher qu'il y en a d'autres sur le marché, mais c'est comme sur... Restons sur le fait qu'il y en aura chez Unicredit. Voilà, il y en aura chez Unicredit. Et comme sur tous les segments sur lesquels on rentre, on essaye de, je dirais, se différencier par un premier élément qui est le prix, donc d'être compétitif en termes aussi bien de fourchette achat-vente, parce que c'est quand même quelque chose que vont rechercher les investisseurs, et d'autre part en termes de niveau absolu de prix. Je dirais qu'on essaye, c'est un peu notre marque de fabrique. Alors, excusez-moi, je vous coupe, et justement, vous évoquez la concurrence, j'ai une question qui dit, quelle est la valeur ajoutée des produits Unicredit? Question piège. Non, question piège. Non, je dirais qu'avant tout, en ce qui concerne Unicredit, on est présent en Bourse de Paris avec des produits depuis 2002, donc depuis un certain temps. En termes de produits, on s'est lancé dans une forte offensive puisqu'on a un acteur de toute façon de dimension européenne. Unicredit, tout le monde sait que c'est une grande banque européenne, mais dans le domaine des produits de bourse, plus spécifiquement, on est un des acteurs clés aussi bien en Italie et en Allemagne, qui sont les deux autres grands marchés en Europe sur ce type de produits. Notre positionnement en France, c'est clairement je dirais, d'apporter de la réactivité. Alors apporter de la réactivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va émettre tous les jours. Pour l'instant, il y a un émetteur qui émet plus ou moins tous les jours, donc on émet tous les jours des produits de bourse. Ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui va nous permettre d'être en ligne, de mettre toujours le produit qui va être en ligne avec les attentes de qui cherche à investir. Deuxième élément, on va suivre donc de cette façon beaucoup plus rapidement les tendances. Donc notre gamme maintenant elle est complète puisqu'on va vous allez retrouver des variants, des turbos limités, des turbos limités best, des turbos classiques. Très prochainement, donc on va lancer également des stability, donc un produit qui va nous permettre d'investir sur c'est une petite exclusivité pour notre webinaire. Donc des produits qui vont nous permettre d'investir sur la stabilité du marché, mais toujours en restant dans une optique de spéculation. On a des bonus capés, donc une gamme très large qu'on met à jour tous les jours. Ce à quoi on essaye de se différencier, c'est surtout effectivement d'avoir des produits qui tiennent leurs promesses, c'est-à-dire un bon prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si l'investisseur va avoir raison dans son scénario. Mais ce qu'on doit se faire, c'est effectivement de lui offrir toutes les conditions pour qu'il puisse le faire. C'est pour ça qu'en particulier chez Boursorama, on code tous nos produits de 8h à 22h, ce qui nous permet effectivement à l'investisseur de le faire avant le marché, mais surtout après le marché, ce qui est quand même un certain confort. Donc d'être compétitif et surtout le prix. Le prix de deux façons. Première façon, niveau absolu, c'est-à-dire que si vous comparez les turbos sur le CAC de Unicredit, c'est les moins chers du marché. Donc ça, on l'a fait, sinon je ne le dirais pas. Et deuxième élément, la fourchette de cotation. Donc la différence entre l'achat et la vente. On est le seul émetteur à coter toute notre gamme à 3 décimales. Vous allez me dire, ça fait un peu technique, mais 3 décimales. C'est la frappe chirurgicale. Donc ça veut dire que le CAC bouge de 2 points, le produit, il bouge. Donc, par exemple, et donc ce qui veut dire qu'on a raison tout de suite. C'est-à-dire que si on est dans le bon sens, on a raison. Si on n'a pas raison, on est dans le mauvais sens. Mais tout de suite, le produit va réagir. D'ailleurs, le produit qui a été le plus actualisé en bourse de Paris, c'est un de nos turbos. Ça, c'est effectivement un petit record historique. C'est un de nos turbos sur le CAC qu'on avait, je crois, mis à jour à un moment de forte volatilité, genre 22 fois en une seconde. Donc, c'est des chiffres assez importants. Bon, on va parler maintenant d'une valeur qui a plein d'amis. Vous me voyez venir, gros comme une maison. On va parler de Facebook. Au premier trimestre, le réseau social avait épaté la communauté financière avec des bénéfices en progression de 76% quand même, à 3 milliards de dollars. La valeur, on l'a dit, elle a grimpé de 30% depuis le début de l'année. Pourtant, elle n'a pas une valorisation excessive puisque le PER 2017 est à 32. Elle a passé le cap des 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Bon, vous êtes ami de Facebook, Rémi ? Nous, on est amis du Nasdaq et on est amis de l'achat de support. Et donc, ce qui nous intéresse sur Facebook, c'est la configuration graphique et le fait qu'on se rapproche d'un support qui est vraiment important sur la zone des 144 $. Là, on a un point d'achat assez intéressant et surtout, on a un point de stop. Donc, concrètement, si on vient enfoncer le niveau des 144, il y aura une forte correction qui va se produire. Par contre, si on anticipe vraiment un retour de la tendance haussière, comme nous on l'anticipe sur les marchés américains et sur notamment le Nasdaq, on est sur un point d'entrée qui est intéressant et qui permet justement d'être là en train de se positionner sur une valeur intéressante.
Bon, un produit pour se positionner sur Facebook? Oui, tout à fait. Bah, on va même pouvoir le regarder directement sur le site de Boursorama. Je pense que c'est effectivement ce qui peut être intéressant. Alors voilà, donc le site de Boursorama, je pense que tout le monde le connaît. Et donc le produit en fait qu'on a sélectionné, c'est un varan, naturellement un varan call, puisque donc on est dans une stratégie haussière. Donc très concrètement, on a pris ce produit, je dirais pour fondamentalement comment on va choisir un varan. Et là, je pense que ça peut être intéressant outre le fait de montrer à quel résultat on arrivait, de comment on l'a choisi. Très simplement, un varan, on va déjà choisir sa durée. C'est-à-dire que si on est dans un scénario sur lequel on veut se laisser quand même un peu de temps, on va choisir une durée de vie qui va être plus longue. Donc là, en l'occurrence, on a pris un varan qui a une échéance de mars l'année prochaine, donc 9 mois. C'est-à-dire que si notre évolution, l'évolution proposée par Rémi se matérialise dans les semaines ou d'ici la fin de l'été, c'est quelque chose dont on va pouvoir bénéficier sans être pénalisé par le temps. D'un autre côté, on va choisir le prix d'exercice et tendanciellement, on va prendre un prix d'exercice qui va être traversé si notre scénario se réalise. D'où le choix de ce produit. Un élément pratique pour aller choisir comment dans tous les varans qui existent, ceux qui peuvent être intéressants, ça va être d'utiliser un indicateur qu'on appelle le delta, donc un indicateur technique, qui varie foncièrement de 0 à 100 dans le cas des produits haussiers, donc des calls, ou de 0 à moins 100 dans le cas des produits baissiers, donc des puts. Et on va tendanciellement aller choisir des produits qui vont avoir un delta compris entre 30 et 60. Donc 45, c'est parfait. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour arriver donc à ce produit sur Facebook. Alors Facebook, c'est une valeur américaine. Je vous apprends rien, elle est cotée en dollars. C'est une chose à prendre en considération pour l'investisseur? Oui, c'est-à-dire que si le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, on est impacté, et à contrario aussi. Donc il y a effectivement cet effet change. Garder quand même l'effet change dans un coin de la tête quand on joue les valeurs. Oui, de toute façon, puisque le montant qui serait, si l'investisseur voulait porter à terme le produit et qu'on devait effectivement calculer sa valeur finale, on appliquerait à ce moment-là le taux de change. Donc effectivement, l'évolution du taux de change va impacter l'évolution de ce produit. Il existe des produits qu'on appelle Canto. Canto, c'est peut-être un terme un peu technique, un peu barbare, qui vont faire disparaître ce taux de change. Dans le cas des produits à effet de levier, il n'y en a pas pour l'instant, ce n'est pas à exclure, mais c'est vrai que ça viendrait impacter, compliquer peut-être le produit, puisqu'il faudrait en plus considérer des frais, puisque la couverture contre l'évolution du taux de change implique des frais. Et donc, on trouve plutôt des produits qui sont couverts contre le taux de change sur des produits linéaires, par exemple sur l'or, l'argent, éventuellement le pétrole, donc sur lesquels on va avoir ce mécanisme de protection. Dans le cas des produits à levier, on va plutôt se positionner sur une évolution de l'action en tant que telle, et après en tenant compte naturellement de l'effet change. Bon. Andrea, vous vouliez ajouter un mot sur Facebook éventuellement? Non, pas spécialement. L'offre direct émetteur peut-être de Boursorama? Oui, l'offre direct émetteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle vous permet de négocier les produits sur des horaires étendus. Donc par exemple dans le cas d'un varan ou d'un turbo sur Facebook, donc là de 8h à 22h. Donc si vous pouvez prendre position, tout son bien sûr, avant l'ouverture du marché et également pendant l'ouverture du marché américain. Bon. Il y a une question qui vient de tomber qui dit quelle est la différence entre un turbo best, un turbo illimité et un turbo classique? Là-dessus, on a un petit tableau. Moi, je sais. C'est une série d'évolutions sur ce type de produit. Alors, je vais avancer rapidement dans les slides, donc pardonnez-moi pour cela. Mais on a un petit tableau très simple qui va synthétiser les diverses évolutions. Donc, on parle de toute façon de produits à effet de levier, c'est-à-dire sur lequel on va mesurer, prenons le cas d'un produit haussier, on va mesurer l'évolution d'une action d'un indice au-dessus d'un certain niveau. Très concrètement, aujourd'hui, j'ai une action qui vaut 12 €. Je vais pouvoir prendre un turbo avec un prix d'exercice de 10 qui va mesurer l'évolution en fait, de l'action au-dessus de ces 10 €. C'est-à-dire que tous les euros que l'action fait au-dessus des 10 €, je les mesure. Au début, je l'achète à 2 €. Si l'action passe à 13, je la revends à 3 € et ainsi de suite. Donc en fait, on investit sur la variation marginale d'une action au-dessus d'un certain niveau. Ça, c'est le principe des turbos. Alors il y a plusieurs versions en effet. Le turbo classique, je dirais c'est peut-être le plus simple de fonctionnement puisqu'on va définir ce niveau, une durée de vie limitée et donc il n'y a plus de changement dans l'évolution de ce produit.
Alors, c'est des produits qui sont très compétitifs, hein, puisque c'est naturellement ceux que les investisseurs ont privilégiés pour investir sur le CAC 40. Le défaut, c'est quoi? C'est qu'il y a une durée de vie limitée. C'est-à-dire que si on est dans un scénario où on veut se laisser un peu plus de temps, on va être pénalisé. Alors nous, on a essayé de faire bouger un peu les lignes, hein, puisqu'on a émis le mois dernier des produits qui avaient une maturité novembre, alors que le standard du marché, c'est plutôt de se tenir 2-3 mois sur les turbos classiques. Là, on est passé à 5 mois, ce qui allonge un petit peu, mais on peut difficilement aller au-delà, puisque c'est quand même, ça implique un certain nombre d'implications, puisqu'une fois que l'émetteur va vendre en fait ses produits, il va d'un autre côté aller se couvrir. Il n'y a pas forcément la même couverture disponible sur des échanges plus longues, et donc on ne peut pas techniquement aller beaucoup plus loin. Turbo illimité, on résout ce problème, c'est-à-dire qu'on enlève la date de maturité, on laisse le produit vivre sans limite dans le temps. Ce qui va se passer dans ce cadre-là, c'est que par contre, on doit facturer le frais d'avoir ces frais qui vont donner la possibilité d'investir sans limite de temps. Donc chaque jour, en fait, le niveau de référence qu'on avait pris à 10 € dans notre exemple va augmenter légèrement dans le cas des produits haussiers, baisser dans le cas des produits baissiers. Autre différence dans le cadre des turbos illimités, c'est que le prix d'exercice et la barrière c'est très important, puisque dans nos scénarios à levier, il faut toujours se rappeler que si l'action revenait sur ces 10 €, on a ce mécanisme de stop loss, donc de barrière désactivante, de couper la position, puisque sinon elle deviendrait négative, et donc ce n'est pas l'objectif. C'est-à-dire que sur les produits de bourse, c'est un marché qui a été fait pour les investisseurs individuels. On ne va pas se retrouver dans une situation où l'investisseur va devoir réabonder en liquidité, ce qui serait quand même, je pense qu'on a tous historiquement des exemples pour se rappeler que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour les investisseurs individuels. Donc le produit, quand il rejoint effectivement sa barrière, il est désactivé. Dans le cas des turbos classiques, le prix d'exercice, donc le niveau de référence et la barrière sont au même niveau, donc ce niveau de stop loss. Dans le cas des turbos illimités, elle est légèrement au-dessus dans le cas des produits haussiers, légèrement en dessous dans le cas des produits baissiers. Turbo illimité baisse, c'est une évolution successive, donc, et on verra qu'il y a une différence. Il y a quand même un intérêt à tenir les deux gammes, parce que si on se dit effectivement, on a fait un nouveau turbo, très bien, on passe à ce nouveau standard. Oui, mais on verra que dans les cas congrès, il y a un avantage d'utiliser l'un plutôt que l'autre en fonction du scénario. Turbo illimité baisse, on a donc le prix d'exercice et la barrière qui sont sur le même niveau, toujours pas de date de maturité. Par contre, les deux, chaque jour, remontent ensemble. Donc, ces petites variations entre les produits. À se rappeler que le turbo classique, c'est un produit qui va être très pertinent pour des investissements de relativement court terme, donc peut-être plus long que le leverage et short, donc leverage short sur action ou indice. Une autre nouveauté que je peux révéler aujourd'hui, c'est qu'on va lancer effectivement des leverage et short sur action, très prochainement, dans la prochaine semaine, donc c'est vraiment très chaud. Donc on avait déjà sur indice, on les lance sur action. Turbo, donc pour aller peut-être un peu plus long, si on veut se laisser du temps, on va passer sur turbo illimité best. On verra comment on fait le choix entre les deux en fonction du scénario, puisqu'on a deux scénarios qui, l'un s'adapte particulièrement à un turbo illimité best, l'autre un turbo illimité. Bon, là, le point est très complet. On ne pouvait pas faire un webinaire Unicredit sans aller faire un petit tour du côté de l'Italie pour parler des banques, et de la première d'entre elles côté transalpin, Intesa Sanpaolo. Alors, bon, il y a des turbulences côté bancaire en Italie, mais Intesa, c'est plutôt le consolidateur. Elle a racheté, alors je suis désolé, je ne vais pas le dire avec l'accent, avec le bon accent. Elle a racheté certains actifs, des engagements de groupes bancaires Venet récemment, Banco Popolare di Vicenza et Veneto Banca. Et une opération qui a été jugée pertinente par la communauté des analystes. En bourse, la banque affiche une progression de 14,5% depuis le début de l'année. Rémi, est-ce que vous portez du crédit à Intesa Sanpaolo? Oui. Oui. Voilà. Oui, puisque en fait, on voit bien que les marchés européens sont plutôt en phase de consolidation, et ce n'est pas le cas sur Intesa. On est proche des précédents points hauts, des précédents records enregistrés en avril, et on a toutes les chances de venir dépasser ce niveau-là, donc de voir une accélération se déclencher sur cette valeur. Bon, donc positif. Christophe, c'est à vous. Là, toujours un produit, donc on peut consulter sur le site de Boursorama, donc voilà, qui doit être celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi une petite minute. Non plus, je suis en train de révéler tous les produits qu'on va regarder. Je suis navré. Donc voilà, on y est. Dans le cadre d'un scénario aussi, on va toujours prendre, donc on va sélectionner des produits haussiers. Dans ce cadre spécifique, on a été sélectionné
un turbo illimité best, puisque le scénario n'a pas vraiment d'échéance sur sa réalisation, puisqu'on est dans une tendance qui est déjà partie, donc on n'a pas vraiment d'objectif, c'est pas quelque chose auquel on s'attend dans une semaine, c'est pas quelque chose qu'on voit éventuellement se développer plusieurs mois, peut-être oui, mais enfin, c'est pas dans le scénario, c'est plus centré dans une tendance. Donc autant prendre effectivement le turbo limité best classique, donc haussier. Dans le cadre de la sélection du turbo, ça va être différent de ce qu'on a fait tout à l'heure pour le produit Varan, puisque on a ce niveau de désactivation qui est en place. Donc, ce qui est très intéressant, c'est bien d'avoir l'objectif, mais c'est également bien d'avoir le niveau d'invalidation, parce que c'est sous ce niveau qu'on va prendre en fait la barrière désactivante. Parce qu'on ne va pas prendre une barrière désactivante au-dessus du niveau d'invalidation, parce que sinon on est dans un scénario qui est beaucoup plus risqué. Donc, en l'occurrence, on a pris un produit qui a un niveau d'invalidation beaucoup plus éloigné, et on est sur un effet de levier qui était de 7 quand j'ai relevé le produit. Donc là, il évolue, puisque le produit continue d'être coté, donc il continue d'évoluer. Simplement, c'est un produit qu'on va laisser courir sans intervenir spécifiquement, toujours avec une approche de gestion pertinente des stop-loss, c'est-à-dire que comme sur une action, mais peut-être de façon encore plus pointue sur les produits de bourse, on va bien gérer ses stops, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, une fois qu'on est rentré dans le produit, avoir cette approche de stop glissant qu'on va faire remonter avec la tendance pour, je dirais, sécuriser ses gains avec l'évolution du produit. C'est-à-dire que si je rentre sur un turbo à 1 euro et qu'il passe à 1,5, je vais remonter mon stop peut-être à 1,2 ou 1,3 et ainsi de suite. Donc je vais suivre l'évolution de mon turbo en relançant mon stop avec son évolution positive. Et ça, c'est effectivement à partir de là qu'on va pouvoir construire de la performance. Bon, alors on le voit, on se positionne sur des scénarios haussiers, baissiers. J'ai une question qui me dit, est-ce que je peux acheter la stagnation des marchés? Alors la stagnation, oui, de deux façons. Si on est dans une optique de moyen terme, on peut le faire avec un bonus capé. Bonus capé est un instrument relativement simple, hein, donc on va définir, on va prendre toujours comme référence une action ou un indice, on va définir un niveau bas, donc qui va en fait être ce niveau sur lequel un niveau bas et un niveau haut. Toujours de la même façon, donc c'est des produits un peu plus de moyen terme, hein, ce qu'il faut bien se positionner. Là, on sort du monde du levier. Moyen terme, c'est quelle échéance à peu près? C'est quelques mois. Donc on reste dans quelques mois, maximum un an. Dans le domaine des produits de bourse, on est quand même sur des horizons d'investissement qui sont plus d'investir de façon différente en bourse, donc de plus simplement être à acheter une action et la tenir pour quelques mois, effectivement pour la faire croître, ou quelques années pour la faire croître. Une activité qu'on continue entièrement à faire. Quand on a besoin d'investir ou une idée sur laquelle on veut investir, qu'on n'a pas forcément les liquidités disponibles, on peut utiliser les produits effet de levier pour le faire. Si on veut investir de façon différente, on peut utiliser par exemple les bonus capés. Bonus capés, c'est typiquement le produit qui va me permettre d'investir sur la stabilité. Concrètement, nous, nos bonus capés actuellement disponibles sur le marché, ils sont très simples. On les a tous émis à 100 €. On a pris comme référence une trentaine d'actions. Donc, on a mis tous des produits sur ces 30 actions. Très simplement, tant que l'action reste au-dessus d'un niveau prédéfini, donc on avait fixé entre 20 et 25% du niveau initial, on remboursait ce produit sans plus un niveau de bonus. Dans ceux qui sont intéressants en ce moment, on le met dans une petite lettre préparée d'ailleurs par Trading Central qui est envoyée le lundi. On parle de rendements qui aujourd'hui sont autour de 7-8% quand même d'ici la fin de l'année, donc ce qui est quand même pas mal. C'est appréciable. Ce qui est quand même pas mal. Et donc on n'est pas dans le domaine du levier clairement, mais on est quand même sur des produits qui sont intéressants si on parle de bourse. Si les actions devaient corriger fortement et aller toucher donc ces niveaux de barrière prédéfinis, on irait simplement répliquer la baisse, donc on se retrouverait dans la même configuration de risque qu'un investissement direct sur l'action. Donc on ne va pas prendre plus de risques, on va avoir des rendements qui vont être relativement intéressants. Ce à quoi on renonce, mais c'était dans la question, c'est que l'action croise de façon importante et illimitée. Et donc ça, c'est effectivement, dans le cas du bonus capé, on a cette limite maximale qui est déjà définie dans le produit. On ne gagnera pas plus que ce qui a été déjà défini. Mais on a de toute façon la possibilité de le revendre sur le marché. Et ça, c'est, je dirais, un des éléments différenciants des produits de bourse sans pénalité. Et puis comme on a la free trade en ce moment sur Boursorama, en plus, voilà, c'est parfait. Pas d'excuse. Très bien, on va maintenant parler d'Air France KLM. Air France KLM qui a pris de l'altitude même
beaucoup d'altitude. La compagnie aérienne a grimpé de 140% depuis le début de l'année. Après, c'est une résurrection boursière après 2 années difficiles. Elle profite bien sûr de la baisse du prix des carburants. Récemment, un analyste de RBC a relevé sa recommandation sur le titre de 8,50 € à 20 €. Il tape notamment sur des recettes unitaires légèrement positives au 2e et 3e trimestre. Rémi, c'est plus un avion, c'est une fusée Air France-KLM. Oui, alors effectivement, ça se voit sur le graphique qu'effectivement c'est une fusée. 140%, ça laisse des traces. Sur un graphique, c'est assez visible, oui. parlant, effectivement. Nous, ce qui nous intéresse une fois de plus, c'est les niveaux d'intervention. Donc là, on a une moyenne mobile à 20 jours qui offre un niveau de stop qui est assez puissant, à 11,5 €. Et surtout, ce niveau-là, c'est à peu près un niveau de top qu'on trouvait dans les années 2014. Donc il y a vraiment un gros niveau d'échec qui a été dépassé. Et donc là, on vient d'ouvrir des perspectives de moyen terme, ce qui permet en tout cas d'aller exploiter une dynamique qui devrait être relancée par les investisseurs moyen terme. Après, le potentiel de hausse est de l'ordre de 20% par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Ça reste modeste, mais on est sur l'univers des produits de bourse. On ne va pas aller chercher beaucoup plus pour le moment. Et avec du levier, ça commence à devenir je dirais, très substantiel. C'est sky is the limit pour Air France-KLM. Comment on peut encore amplifier cette hausse de la compagnie aérienne, Christophe ? Toujours donc avec un produit de bourse, puisque moi, ce qui me concerne, c'est là-dessus que je peux me concentrer. Si on voudra le voir après sur le site de Boursorama, on pourra. Je crois que la stratégie, là, elle nous donne l'opportunité de l'aborder de 2 façons différentes. C'est-à-dire que ceux qui auraient perdu l'avion, rater l'avion, en l'occurrence. Rater l'avion, ils doivent être un peu déçus d'être restés sur le tarmac. Ouais. Donc, qui veulent rentrer dans cette stratégie et qui se disent, bon, on peut encore faire quand même une performance. 20%, disait Rémi, c'est ça ? À peu près, bon, oui. Donc, on peut le faire, effectivement, je dirais essayer de rattraper le retard perdu en utilisant un produit de bourse, puisque le produit de bourse, son point de vue, ça va être de réduire les distances et de réduire les délais, puisque ça bouge plus vite. Donc, quand on a un objectif en performance prédéfini, on va pouvoir le réaliser plus rapidement. C'est bien la hausse à la baisse, donc on vient se rappeler ce qu'on disait sur les niveaux de stop. Autre stratégie qui est intéressante, c'est pour ceux qui n'avaient pas raté l'avion. Donc qui sont dedans. Qui sont dedans, qui le font monter. Ouais. Ça peut être le moment de faire un mécanisme de, en anglais, cash extraction, mais de libérer des liquidités. Expliquez-nous ça, oui. Voilà, c'est une stratégie dans laquelle, fondamentalement, ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on a cette belle performance. Donc on est a priori content, donc on peut rester dedans, mais ce qu'on peut aussi penser, c'est de sortir de cette position, donc solidifier ses gains, et de se dire que... Une partie totalement on peut solder effectivement sa position, après le pourcentage est propre à chacun, mais bien sûr. On va le faire pour l'ensemble d'une ligne, pour cet exemple, donc on va solder ses gains. On va pouvoir en fait réinvestir une petite partie, donc une petite partie de ce qu'on a gagné sur la hausse. On va pouvoir la réinvestir sur un produit à effet de levier, donc haussier dans ce cadre-là. Et donc si la performance, la tendance se poursuit, on va continuer simplement à gagner. Donc là, on a en l'occurrence sélectionné un produit qui est donc sur les niveaux indiqués par Rémi, qu'on peut de toute façon retrouver sur le site. Donc on va continuer à en profiter. Si ça se retourne, ce qui se passe, qui n'était pas prévu, qui est contraire au scénario de... C'est là du plomb dans l'aile, je suis désolé de filer la métaphore. Voilà. Le produit, simplement, au pire, vous pouvez le revendre, mais si vous oubliez de le vendre, de toute façon, il va se désactiver parce qu'il va arriver sur sa barrière, donc sur son niveau de stop loss. Et puis, on aura perdu ce qu'on aura réinvesti, mais on aura sécurisé toute la partie de la hausse qu'on aura déjà faite. Donc c'est un scénario particulièrement dans le cadre d'actions qui ont eu des fortes tendances de ce style-là. Donc on a sélectionné justement un turbo illimité baisse, puisqu'on ne veut pas se fixer de limite là-dessus, qui peut être réévalué. Donc de voir comment on met une partie de ces gains, parce qu'une performance boursière, ça se construit dans l'année, c'est-à-dire que là on est quand même en juillet, donc 7 mois, donc si on a déjà fait cette belle performance depuis février, pourquoi pas en mettre une partie de côté et se dire déjà, pour ma performance de l'année. Ça c'est gagné. Voilà. Ouais, très bien. Avant-dernière valeur, on va parler de
Kering, le groupe de luxe et de lifestyle. C'est la plus forte hausse du CAC 40 depuis le début de l'année. Elle progresse de plus de 40%, portée par la renaissance, le redémarrage de Gucci qui a affiché une croissance organique de 43,8% au premier trimestre, portée aussi par le bon dynamisme de Saint-Laurent. Les analystes dans leur ensemble relèvent leurs objectifs de cours. Barclays est passé récemment de 286 à 330 €, UBS de 282 à 335. Un détail à préciser, les résultats du semestre sont le 27 juillet. Là aussi, belle configuration haussière sur Kering. Alors pour le moment, on est très optimiste, c'est beaucoup des beaux parcours boursiers dont on parle. Oui, effectivement. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on surperforme effectivement le CAC 40, puisque c'est la meilleure. C'est la meilleure. Et surtout contre plus 42. Exactement. Et alors que le CAC 40, lui, est en train de consolider depuis un bon mois et demi, là, par contre, Kering continue d'enregistrer des nouveaux points hauts. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est toujours dans une dynamique haussière, on est toujours dans un mouvement qui sera certainement ou probablement pas aussi important que précédemment, pas aussi dynamique, mais sur le long terme, en tout cas, on voit qu'on a une tendance et on a quelque chose qui est commencé et qui est intéressant à exploiter sur du moyen terme. Quel seuil on surveille ? Là, au niveau des stops, je dirais que ça revient sous les 281. Là, ça deviendra très compliqué. On aura une forte consolidation. Et puis, à plus long terme, les cibles, c'est plutôt sur la zone des 330. Bon, le luxe qui marche bien en bourse, puisque LVMH aussi affiche une très belle performance depuis le début de l'année. Comment on profite là aussi de cet engouement pour le luxe avec le bon produit Unicredit ? Le bon produit, on en a beaucoup quand même. Le lait, je sais pas. Donc, alors, non, sur on risque d'être un peu répétitif, donc on va pouvoir effectivement rentrer dans du concret, mais on reste sur des turbos illimités. Donc, je vais en profiter pour faire le point sur comment on va choisir plutôt un turbo limité plutôt qu'un turbo limité baisse. De façon très simple, le turbo illimité, on va plutôt le réserver à des scénarios qui vont être déjà dans le mois, parce que là on est au début du mois et donc on a tout le mois avant que la barrière du turbo illimité soit rehaussée, puisque on le rappelle, donc la différence fondamentale entre le turbo limité et le turbo illimité baisse, c'est que dans le cas du turbo limité, il y a une différence entre le prix d'exercice et la barrière, et que la barrière n'est rehaussée qu'une fois par mois. Donc, ce qui veut dire que pendant tout le mois, en fait, elle reste où elle est. Donc là, en l'occurrence, on vient de la remonter. Donc, si on pense que dans les semaines qui viennent, ça va être intéressant d'ici la fin du mois, de suivre une évolution sur Kering, on le fera de préférence en utilisant un turbo illimité. Si on veut se laisser plus de temps, on ira sur un turbo illimité baisse. Donc très simplement, la différence entre les deux produits. Donc nous, on a des instruments qui sont sur l'action aussi bien turbo illimité que turbo illimité baisse. Donc c'est plus en fonction de la durée du scénario qu'on va arbitrer entre l'un ou l'autre. Bon, on va terminer ce webinaire sur Total. C'est votre conviction, Rémi, Total qui, on a évoqué pas mal de scénarios aussi. Là, c'est plutôt l'inverse qui souffre depuis le début de l'année. Un deuxième plus mauvaise performance du CAC 40 derrière un autre groupe lié au pétrole, Technip et FMC. Enfin, Total chute quand même moins nettement. Alors, le groupe a fait des efforts de réduction de coûts, de maîtrise de ses coûts, de réduction des investissements. Mais pourtant, ça ne marche pas. Il y a une dynamique baissière depuis quelques mois qui va se poursuivre. Qui va se poursuivre d'autant plus qu'en dépit de bonnes nouvelles, par exemple, un gros contrat signé, on n'a pas vu du tout de rebond. En fait, la valeur continue de plonger. Le cours du pétrole remonte, la valeur continue de plonger. Donc la dynamique haussière, elle a été activée en cassure des 46 € et on va retourner sur la zone des 40 €. Donc là, il n'y a pas de support en fait intermédiaire. Donc on a déclenché un mécanisme de vente qui est en cours et qui va se poursuivre parce qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas de signal de rebond. Donc on se dirige vers une baisse. On se dirige vers une baisse. Christophe, vous dirigez vers une baisse. Qu'est-ce qui se passe, outre le fait que ça baisse en général, ce qu'on peut se dire, c'est que quand ça baisse, tendanciellement, les marchés ont plutôt un peu plus peur que quand ça monte. Oui. Enfin, ça, c'est assez intuitif. Donc, quand ça baisse, il y a... Rémi, ça va continuer en plus. Donc voilà. Sauf sur Total. Sauf sur Total. La baisse continue ? La baisse continue sur Total. Bon, c'est ton scénario. Moi, je suis ouvert à tous les scénarios. Et là, on va parler de la baisse. Donc, en cas de baisse, fondamentalement, il y a un indicateur qui va évoluer, et dont on a parlé dans la partie d'introduction, c'est la volatilité.
quand une action baisse et plus elle baisse, plus tendanciellement sa volatilité tend à augmenter. Alors comment on va choisir son produit dans ce cadre-là? C'est-à-dire qu'on va naturellement prendre un produit baissier si on est convaincu par ce scénario. Donc on va prendre un produit put. Mais là, en l'occurrence, ça pourrait être intéressant, plutôt que de choisir un turbo illimité ou turbo illimité baisse, d'aller se positionner sur un varan. Pourquoi? Parce que le varan, il va, à contrario du turbo illimité, bénéficier d'une hausse de la volatilité. Il va être pénalisé par une baisse de la volatilité, mais si on estime que le produit va baisser, donc que cette baisse va se poursuivre et s'accélérer, la volatilité va tendanciellement augmenter. Donc on va proportionnellement gagner de façon plus importante en utilisant un produit parce qu'on va bénéficier d'une part de l'évolution du produit et d'autre part de l'évolution de la volatilité. Donc pour modérer un petit peu ce que je disais dans le choix des varans tout à l'heure, si on veut amplifier ce scénario de volatilité, on va prendre des produits qui seront peut-être un peu plus dynamiques. Donc c'est un scénario effectivement qu'on ne va pas faire vivre pendant plusieurs mois, mais qui vont être un peu plus dynamiques, donc peut-être avec des maturités plus courtes. On a en particulier sur ce produit tout un ensemble, enfin sur cette action tout un ensemble de produits qui ont une maturité décembre, donc qui vont être adaptés à des scénarios de beaucoup plus court terme, c'est-à-dire de toute façon d'ici à la fin juillet, mais pas au-delà, et qui vont nous permettre qui vont également être beaucoup plus réactifs à une évolution de la volatilité, puisque moins long, plus réactif à la volatilité. Donc on va privilégier, si on souhaite effectivement et qu'on estime que le scénario pourrait se réaliser de façon relativement courte, donc et c'est ça, c'est-à-dire que de voir la baisse se continuer et peut-être s'accélérer, dans ce cadre-là, on prendra un varan put avec une maturité effectivement décembre et un prix d'exercice qui pourrait être autour des 40 €, par exemple. À noter qu'effectivement, si ça ne devait pas marcher naturellement, on coupe sa position, mais ça c'est de façon générale, je dirais en bourse, mais encore de façon plus dynamique sur les produits de bourse. Et spécifiquement que ces produits effectivement sur les pétrolières ont effectivement été, comme on le disait, ceux qui ont fait l'actualité depuis le début de l'année sur ce segment. Bon. Ce webinaire est maintenant quasiment terminé. On va prendre quelques questions qui sont encore tombées. Christophe, par exemple, on me dit, avez-vous des problèmes de non-animation de fourchette en cas de marché volatile ? Alors, tout dépend de ce qu'on dit des marchés volatiles. Donc, alors on a des exigences effectivement de cotation qui sont beaucoup plus fortes que sur d'autres segments. Là, effectivement, on est 10 ans après le cas Lehman, enfin presque 10 ans. Donc, mis à part le jour effectivement successif où les marchés avaient de toute façon disparu, il n'y avait plus d'échanges, il n'y avait plus rien du tout. Nous, on a dû revenir, pas seulement Unicredit, mais l'ensemble des émetteurs effectivement actifs sur les produits de bourse sont revenus sur les marchés le surlendemain. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand il y a des marchés qui sont complètement devenus fous, effectivement, les émetteurs ne vont pas forcément être présents, mais bon, ce n'est pas non plus la norme, et heureusement. Dans tous les autres cas, on essaye d'être sur le marché. Et ça va être l'un des éléments qui va permettre en fait, de différencier un émetteur par rapport à un autre, c'est-à-dire son temps de présence sur le marché, et surtout comment il est présent. C'est-à-dire que s'il a une fourchette, donc une différence entre le prix d'achat et le prix de vente qui reste constante, que son prix soit effectivement ait une évolution cohérente. Là-dessus, il y a effectivement des indicateurs qui sont calculés directement par Euronext et qui sont disponibles sur le site d'Euronext qui mesurent de façon complètement indépendante et précise la présence du teneur de marché. Donc en cas où le titre bouge, non, nous, on est présent sur le marché, outre les questions, les éléments que j'allais signaler au début, qui sont vraiment les cas extrêmes où effectivement il n'y a plus d'évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des moments de forte volatilité, ça va se répercuter sur le prix des produits. Très concrètement, moi j'ai un turbo call, le marché il baisse, il franchit ma barrière, le produit il s'arrête immédiatement. J'ai un varan. Et c'est là que c'est intéressant, et peut-être on peut faire le lien avec la première question qu'on avait eue sur la volatilité. Les varans, que ce soit des calls et des puts, si la volatilité elle monte, le prix des produits il va augmenter, puisque le varan est un produit qui va bénéficier de la volatilité. Donc, l'élément à suivre, c'est que par contre, quand on a ces moments de volatilité, donc il faut
et si on était par exemple positionné sur un scénario justement où on voulait investir sur ce moment-là, ce n'est pas une position que non plus on va garder trop longtemps dans le temps parce que la volatilité, elle redescend. Un cas concret et une erreur qui est souvent faite, et je conclus, c'est souvent une erreur qui est faite, c'est de se dire bon, il va y avoir une publication de chiffres. Est-ce que sur lequel je pense qu'elle va faire bouger le marché. Alors on ne va pas se positionner la veille de la publication du chiffre. Il faut le faire 10 jours avant. Et c'est ce qu'on a vu dans le cadre de l'élection présidentielle française. On a regardé rapidement les graphiques, mais avant le premier tour, en fait, la volatilité a eu une augmentation dans les 10 jours avant, et après elle est restée stable, puis elle est redescendue au moment de la publication des résultats du premier tour. Même scénario dans le cas du Brexit. Et deuxième élément, donc il faut le faire déjà de façon anticipée. Et deuxième élément, la volatilité, c'est l'incertitude. Si on parle d'un chiffre, d'une donnée, d'un indicateur, une fois que l'indicateur est publié, il n'y a plus d'incertitude. Donc qu'est-ce qui se passe sur le marché? La volatilité, elle baisse. Donc il faut être très rapide une fois que le chiffre est publié pour effectivement déboucler sa position. Pas attendre quelques jours en se disant non, parce que une fois que le chiffre est publié, il n'y a plus d'incertitude. On sait, il est bon, pas bon, de toute façon, on le connaît, il n'y a plus d'incertitude. Bon, très bien. Merci beaucoup. On n'a pas pu répondre à toutes les questions en direct. On le fera dans un second temps. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce webinaire qui est désormais terminé, webinaire sur les produits de bourse. Et on vous dit à très bientôt pour une autre édition.